Merci Manuel. Donc vous voyez que la programmation, ça a légèrement changé depuis l'époque où on apprenait à faire des factoriels. À l'heure actuelle, c'est vraiment des comportements dont on parle. Alors il se trouve que dans les cours précédents, on a parlé de programmer des comportements avec les langages synchrones en particulier. Ce n'est pas les seuls qui permettent de parler de comportement, mais étant donné qu'on travaille ensemble, on a choisi de faire l'orchestration des activités dont on parle, de tous les événements qui arrivent, par SRL. Alors pourquoi SRL? Parce que SRL a été conçu pour ça le premier jour. Il n'y avait pas le web quand ça a été conçu, c'était conçu pour piloter des voitures ou des avions ou des choses comme ça. Mais c'est un peu le même problème. Il arrive des événements qui arrivent quand ils veulent, des événements asynchrones. Alors, quand il arrive des événements synchrones, une tentation qu'on pourrait avoir, c'est de fabriquer un chef d'orchestre asynchrone aussi. Par exemple, dans des langages comme CSP, comme ADA, etc., qui sont des langages qui sont eux-mêmes profondément asynchrones. Et ça, ce n'est pas une très bonne idée. Parce que ça veut dire que personne n'a jamais une vue globale de tout ce qui est en train de se passer en même temps. Donc le principe du synchrone, c'est qu'il y a un chef d'orchestre, comme dans un orchestre. Le chef d'orchestre, c'est la personne qui a une vision globale de tout, parce qu'il sait tout. Sauf les détails qu'il n'a pas envie de savoir. C'est-à-dire, par exemple, le rendu des pages HTML, ce n'est pas de l'orchestration. Les musiciens savent faire ça. Les musiciens jouent, et le chef d'orchestre n'apprend pas aux musiciens à jouer. Il orchestre les événements. Donc, on va se placer dans la position de quelqu'un qui sait tout sur l'application ou sur une partie de l'application à un moment donné. Ça va être un orchestrateur. Et un orchestrateur, on va l'écrire en hip-hop, qui est donc une variante d'SRL à l'intérieur de hop. Et on va voir que c'est pas du tout évident, cette histoire. Alors, un des gros avantages quand on a un système comme le web, c'est que dans un système comme ça, un grand système web, on peut, si on veut, avoir plusieurs orchestrateurs. Parce qu'il est tout à fait possible, il va être tout à fait possible de mélanger hop et hip-hop à tous les niveaux, c'est-à-dire d'avoir plusieurs orchestrateurs dans une même application, un orchestrateur sur le serveur, un orchestrateur sur le client qui ne s'occupe pas des mêmes choses, etc. Ça va être tout à fait possible. Ce n'est pas un système figé. Alors, si on revient à cette appli, donc, on a vu ici les choses à orchestrer, donc tous ces événements, hein, il peut y en avoir beaucoup plus en pratique. Par exemple, il peut y avoir des événements liés aux objets. Par exemple, j'ai parlé de mon système d'éclairage à la maison. Il y a une fonction nouvelle d'orchestration, c'est le bouton électrique qui marche sur pile, le bouton qui me sert à allumer les lumières, qui marche sur pile, m'envoie « il n'y a plus de pile », qui est la phrase préférée des enfants à l'heure actuelle, il n'y a plus de pile. Et donc, il faut orchestrer ça aussi. Hein, donc, ça peut être extrêmement varié. Là, c'est un événement qui vient du matériel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la première chose, c'est d'avoir une vision logique unifiée de l'ensemble des événements à traiter. Donc, les événements d'IHM chez le client, qui peuvent être transmis au serveur aussi. L'orchestration peut se faire n'importe où, chez le client ou chez le serveur. Les événements qui proviennent de services, qui proviennent d'objets sur le web, comme ma pile, qui proviennent du temps, parce qu'il y a des timers qui sont partout. Hein, si on n'a rien fait au bout de 5 secondes, on va changer autre chose. Et puis les événements engendrés par hop. Donc la première chose à faire, c'est d'homogénéiser tous ces événements, qu'on en parle de façon complètement homogène. La deuxième chose, c'est comment définir qu'est-ce qu'il faut faire quand ces événements arrivent. C'est-à-dire comment réagir au cours du temps à ces événements en fonction de la mémoire. Le web a été conçu pour être sans mémoire, et ça ne marche absolument pas dans ce système-là. Il faut évidemment avoir une mémoire, parce qu'à tout moment, on est dans un contexte qu'on a fabriqué soi-même et qu'on est en train de modifier. Donc si on a une mémoire à la Shadok, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il va falloir reconstruire cette mémoire. Peut-être que le web avait raison de ne pas la faire lui-même, hein, et de la laisser faire aux autres, c'est une bonne idée. Et ensuite, il faut éviter tous les problèmes de synchronisation, de thread et d'event listener, par exemple, donc des callbacks ou des event listeners, on va voir ce que c'est. Qui s'évite très, très facilement, que justement l'hypothèse synchrone a déjà montré qu'on pouvait éviter dans les systèmes temps réel, dans les voitures, dans les systèmes d'exploitation. On fait justement, par exemple, le Dino avait expliqué dans son séminaire, Emmanuel Le Dino, que dans le Rafale, ils utilisaient ça à fond, parce que ça permettait de comprendre à tout moment dans quel état on était et qu'est-ce qui se passe. Et le cockpit du Rafale, je peux vous dire que c'est un truc extrêmement compliqué. Et là, ça se permettait de maîtriser tout. Alors, STRL que j'ai raconté, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller voir le cours Design d'STRL V5, ça suffira pour ça. STRL avait exactement cet objectif-là, en tant que langage, mais là on est dans un cadre beaucoup plus ambitieux, parce que STRL disait, moi je m'occupe de l'orchestration, mais pas du reste. L'interfaçage avec le reste du monde, ce n'est pas mon problème. Vous écrivez un programme STRL, il va être traduit en C, vous mettez ce C dans votre machine, vous vous débrouillez pour l'interfacer avec le reste du monde.
Donc on faisait très bien notre boulot, mais il n'y avait pas que ça à faire. Il y avait aussi cet interfaçage qui peut être très compliqué. Et là, il faut le faire, puisque là, on va être dans le web, on va être dans Hop, et donc quand on écrit des programmes d'orchestration, il va falloir qu'ils tournent vraiment, qu'ils soient complètement intégrés avec Hop, qu'ils soient éventuellement récursifs et dynamiques, c'est-à-dire que les programmes d'orchestration eux-mêmes peuvent changer au cours du temps, parce que le web étant très dynamique, on peut par exemple trouver que on va changer notre programme pendant qu'il marche. Ça devient quelque chose de normal dans le web. Ça n'est pas beaucoup dans une voiture. Hein. Votre frein, le programme du frein ne change pas pendant que vous roulez. Mais sur le web, il n'y a pas de raison. Assez typiquement, vous voulez faire une liste des 50 premiers musiciens que vous trouvez, ou alors au plus des 50, vous allez faire des requêtes, et puis vous allez faire un tableau qui dépend du nombre de musiciens qu'on vous a rendus. Si c'est 23, c'est 23. Là, les amis, il est tombé sur un groupe qui n'a pas d'amis. C'est la vie. Donc les programmes vont aussi être dynamiques, récursifs, etc. Et ça va se passer sur le client et sur le serveur. Alors, quel est le modèle classique du traitement de l'arrivée d'un événement dans JavaScript et aussi dans Hop, qui emploie exactement le même? Alors, il y a deux modèles de traitement des événements, hein, mais de toute façon, on est en train de fabriquer un code machin, et il y a un événement qui arrive. Alors, il y a deux modèles, il y a le modèle préemptif et le modèle non préemptif. Dans le modèle préemptif, on arrête le code tout de suite et on va traiter l'événement. Alors ça, c'est comme ça qu'est fait un système d'exploitation temps réel. Ça peut être fait comme ça, par exemple. Et dans le modèle non préemptif, c'est pas comme ça. Et dans le web, le serveur va faire son calcul et il ne va traiter l'événement que pendant un silence. Donc il attend, en gros, dès qu'il a fini son calcul, il est prêt à traiter l'événement. Donc cet événement est bufferisé quelque part. Et puis si on a plusieurs, ça va être traité comme ça veut. Et puis, on a déclaré un event listener, qui est un bout de code qui va répondre à cet événement, qui a été mis dans une table. Et quand l'événement arrive, on va voir dans cette table, on appelle la fonction en question, en lui passant un paramètre l'événement essentiellement. Et puis, ça va faire un certain nombre de calculs. Et ça va revenir au bout d'un moment au code principal, qui va reprendre sa voie et éventuellement traiter d'autres événements. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Alors, quand on programme avec ça, on a assez vite une tentation naturelle, c'est de faire pas mal de choses à l'event handler, là. C'est-à-dire que le code qui est sous le lambda, ici, on essaie de lui faire pas mal de choses. Alors ça, c'est assez embêtant, parce que si jamais il s'arrête, il peut arriver un autre événement pendant ce temps-là, et donc on va reprendre, et très très rapidement, on obtient ce qu'on appelle un programme spaghetti, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment définir tout le temps où on en est. Donc on va faire ça autrement. Alors, il y a plusieurs risques d'interférence, hein, mais dont celui-là. C'est pire en préemptif, bien sûr. Alors, l'approche synchrone, ça va être tout à fait différent. On va séparer l'enregistrement des événements de la décision de ce qu'il faut faire avec. On va le séparer, et c'est le chef d'orchestre qui va faire les deux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est, quand on reçoit un événement, ici, EV1 arrive, la seule chose qu'on va faire, c'est appeler cette fonction, mais qui ne va rien faire d'autre que l'enregistrer, de le mettre dans une petite case, juste pour en avoir la mémoire. Donc cette fonction-là ne fait rien, est très courte, etc. On va partir, ensuite on va recevoir un deuxième événement, et on va le mettre dans la mémoire de cet événement, avec éventuellement une valeur numérique. Et puis, on va reprendre le fil principal. Et puis, le chef d'orchestre, à un moment, ça peut être à la réception d'un événement, mais ça peut être pour d'autres raisons aussi, il va décider de réagir. À ce moment-là, le chef d'orchestre va décider de réagir et va appeler le code réactif qui est stocké dans cette machine réactive, qui est un code hop, le code réactif qui, lui, va être programmé en hip-hop et qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, on va considérer que les deux événements EV1 et EV2 qu'on a reçus sont simultanés, au sens d'Esterel. Ça veut dire qu'on a une réaction dans laquelle, logiquement, on a reçu en même temps les événements EV1 et EV2. C'est comme quand en hardware, on a deux fils, il y en a un qui est à 1 et un à 0, c'est en même temps dans le même cycle d'horloge. Bien, donc on fait notre réaction, et on la fait de façon atomique, c'est-à-dire pendant ce temps-là, on est tout à fait insensible aux autres événements. Il n'y a jamais de confusion entre ces deux mondes. Et puis ensuite, on revient et on reprend le code principal. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est dans ce code réactif que va être faite l'orchestration. C'est là que vont être prises les décisions. Alors, ce code réactif, il est écrit comment? Mais il est écrit avec exactement toutes les primitives dont on a parlé jusqu'à maintenant. La séquence temporelle, je fais tel truc qui peut durer longtemps, et ensuite je fais tel truc qui peut durer longtemps. Le parallélisme, qui est un parallélisme synchrone, donc parfaitement maîtrisable, très différent du parallélisme asynchrone. La communication qui se fait conceptuellement en temps zéro, comme dans Esterel, et la préemption qui permet d'arrêter des activités. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Esterel, je vais reprendre un tout petit peu
rapidement de quoi il s'agit. Alors, les précurseurs de hip-hop, bon, STRL, Lustre et tout, c'était des langages qui étaient effectivement, qui se définissaient eux-mêmes et qui ne définissaient pas comment on les exécute. Donc il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur l'intégration des langages synchrones. Le premier, c'était probablement les machines d'exécution STRL par Charles André et Daniel Gaffé à Nice, qui ont beaucoup étudié ce problème de comment mettre ça dans un vrai système, dans une vraie voiture, etc. Ensuite, il y a eu Reactive-C et toute la série des langages réactifs de Frédéric Boussineau à Sofia, dans le même labo que moi, qui était une façon très, très intéressante et très novatrice d'intégrer les concepts du synchrone directement dans C, dans Java, etc. Et ça continue à l'heure actuelle, ça continue aussi en distribué. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir sur la page de Frédéric Boussineau, c'est super intéressant. Et puis de Louis Mandel, Reactive-ML, qui est une intégration d'Ancaml, et c'est peut-être la première fois que les signaux ont été conçus comme des valeurs de première classe. On a dit que dans Hop, c'est très important que tout soit des valeurs de première classe. C'était la première fois que les signaux ont été intégrés comme valeurs de première classe d'un langage, et puis qu'on a fait également des programmes réactifs dynamiques. Il y en a d'autres, comme TimeCCP de Vijay Saraswat à Xerox, qui est une intégration d'STRL dans la programmation par contraintes parallèles, donc dans un monde tout à fait différent, et ça a été utilisé dans des machines Xerox. Bien. Ah oui, j'ai oublié de dire la notion de précurseur, des gens qui ont fait quelque chose avant vous. En pataphysique, on appelle ça des plagiats par anticipation, ce qui est une notion que j'ai toujours trouvée très intéressante au niveau temporel. Alors, voilà. Donc, les événements hip-hop, eh ben, c'est une classe abstraite, c'est hip-hop event, et c'est un peu la même chose que les événements d'STRL V7, que pour ceux qui ont vu la conférence STRL V7. Et donc, un événement, à chaque instant logique, chaque réaction, c'est soit présent, soit absent. Donc c'est ce qu'on appelle le statut. Alors comment est-ce qu'on connaît le statut à l'intérieur de Hop ou de hip-hop? Eh bien, il y a cette primitive NaOS. Alors vous voyez, tout ce qui est vert, c'est des choses qui vont nous rendre des choses du monde Hop. Des choses marron vont nous rendre des choses du monde hip-hop, mais ces deux mondes sont intégrés. Et c'est une opération de type hip-hop parce qu'elle a un ampersand. Donc NaOS, ça nous dit, dans une réaction, est-ce que ce signal est présent ou pas? Et pré-S, ça nous dit, est-ce que ce signal était présent à l'instant d'avant ou pas? Par exemple, pour voir si quelque chose change, on dit NaOS and not pré-S. D'accord? Ça indique qu'il est là maintenant, mais il n'était pas là avant. Assez typiquement. Et ce end va se faire en hop. On va réutiliser les expressions hop. On n'a pas besoin de définir de nouvelles expressions. Alors, ces signaux peuvent avoir une valeur, comme le 1515 tout à l'heure, ou le nom d'un artiste, ou n'importe quoi, valeur de n'importe quel type, et la valeur s'attrape par val, et la valeur précédente par préval. Et donc, à chaque instant, on va pouvoir, comme ça, accéder aux signaux qu'on a enregistrés. Bien. Alors, on peut aussi avoir des fonctions de combinaison, comme dans STRL, c'est-à-dire si un... Mais je ne vais pas parler de ça ici. Alors, le noyau du langage, c'est le même noyau qu'STRL, exactement, avec une syntaxe différente. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Nothing, une instruction qui ne fait rien en temps zéro. Quand je dis en temps zéro, ça veut dire on reste toujours dans la même réaction. On ne sort pas, on est en train de faire une réaction d'orchestration. Quand je dis en temps zéro, c'est on reste dans la même. Émettre un événement, ben ça émet cet événement qui est soit destiné à l'extérieur, soit à l'intérieur pour communiquer à l'intérieur du programme. Et on peut y donner des valeurs ici. Atome, ça va exécuter une instruction hop. Donc ça permet de faire des effets de bord, ça permet de faire des affectations. On est obligé d'avoir en STRL l'affectation comme primitive, mais pas là, puisqu'on l'a déjà en hop. Ça permet, alors ça, c'est censé être pas des calculs d'orchestration, rien que des calculs sur des structures de données, typiquement. Pause, ça attend l'instant d'après. Donc ça, c'est la mémoire de la réaction. Quand je dis pause, ça attend l'instant d'après. If, ben, c'est un test. Hein. Si hop est vrai, on démarre statement, mais chaque statement peut prendre plusieurs réactions. C'est des instructions temporelles. Séquence, ça étudie les arguments en séquence temporelle. Des fois, peut-être que la première va durer 4 réactions, la troisième 2, etc. Donc, ça va s'additionner. Loop, ben, c'est une boucle infinie sur la séquence. Parallèle, ça va faire tout un tas de choses en parallèle, mais en parallèle temporel, encore une fois, c'est là qu'on joue avec le temps. Suspend, eh ben, si l'événement est là, on ne fait rien dans cette réaction. On attend la réaction d'après. On ignore, suspend, c'est CTRL-Z en Unix, c'est suspend. Trap, ça définit un point de sortie, on va le voir au travail. Exit, ça sort de ce point de sortie instantanément. Et ça sert à déclarer des signaux locaux. Donc ça, c'est des formes qui étaient dans le langage mathématique STRL, le noyau d'STRL tel qu'il était écrit dans le cours STRL, donc le cours numéro 3.
Alors avec ça, on peut, dans STRL, je vous ai dit, il y a des instructions dérivées qui sont les instructions temporelles qui sont fabriquées à partir des précédentes. Par exemple, sustain, ça veut dire émettre un événement en continu. Hein? Await, ça veut dire attendre qu'un événement se produise. Abort, ça veut dire arrêter un programme quand un événement se produit. Alors le délai ici, c'est un événement où c'est 3 secondes ou 3 clics ou n'importe quoi. Il peut y avoir des compteurs. Until, c'est ce qu'on appelle weak abort en STRL. Alors la différence entre abort et until, c'est dans la réaction où le délai se produit, eh bien là, on n'exécute pas, avec abort, on n'exécute pas de code, et ici, on exécute le code une dernière fois, c'est la dernière cigarette du condamné. Loop each, c'est une boucle. À chaque fois qu'un délai se termine, on arrête cette instruction et on va la reprendre à 0. Et every, c'est la même chose, mais dans loop each, on démarre tout de suite, et dans every, on démarre qu'une fois qu'après le premier délai. Donc on va réillustrer ça. Et donc le cours STRL vous a montré comment on programme des choses tout à fait compliquées, du genre le cockpit d'un avion, ou une montre, ou énormément d'applications, ou un gros circuit hardware avec ça. Bien. Alors l'intérêt par ailleurs de travailler en hop pour nous, c'est qu'on n'a pas, et c'est pareil pour ActiveML, c'est qu'on n'a pas besoin de définir ces instructions. En fait, ces instructions, elles sont programmables par l'utilisateur. Par exemple, on dit qu'est-ce que c'est que sustain d'un événement Oui, c'est complètement idiot. Sustain, il n'y a pas de statement list là, je suis absolument désolé. Il n'y a jamais eu de statement list. Ça, c'est la fatigue de la fin des cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que online? Qu'est-ce que c'est que donc sustain d'un événement? Eh bien, c'est simplement une boucle qui dit émettre cet événement pour l'instant c'est assez rigolo de faire des modifs en ligne, pas forcément pour les gens qui sont sur le web. C'est donc faire une boucle dans laquelle j'émets cet événement et j'attends le coup d'après où je réémettrai cet événement, etc. Donc toutes ces instructions-là, ce n'était pas sustain que j'avais voulu faire au début, ça devait être un loop each. Toutes ces instructions-là peuvent être se programmer par l'utilisateur lui-même, c'est-à-dire le langage noyau suffit à l'utilisateur pour fabriquer son propre langage dérivé, et en fait n'importe quel comportement peut devenir une nouvelle instruction comme ça. Donc ça c'est très très commode évidemment. Et comment ça marche ça? Eh bien c'est qu'en fait une instruction web qui est là, une instruction hip-hop, ce n'est pas vraiment une instruction, c'est un constructeur d'arbre de syntaxe abstraite du langage. Et donc en fait il y a 2 temps dans le calcul. Le premier temps, si j'écris sustain A, le premier temps, c'est l'élaboration, c'est-à-dire la fonction sustain va refabriquer ce programme-là, qui lui est primitif hip-hop. Là, il n'y a plus que des primitives hip-hop. Et ensuite, automatiquement, ce programme hip-hop va être exécuté. Bon, ça, c'est tout à fait classique dans l'embedding de langage dans un autre langage. Et par exemple, si vous voulez faire une construction qui répète n fois une instruction temporelle, qui dure le temps qu'elle veut, eh ben, on peut définir tout à fait repeat soi-même avec ce code-là, qui est tout bête, hein, c'est celui qu'on apprendrait à l'école. On l'écrit soi-même. Donc ce qui est important, c'est que c'est une vraie fonction. Donc la modularité du langage permet de définir de nouvelles instructions au vol. Et on n'a pas besoin de faire comme en STRL V7, par exemple, un long catalogue des instructions disponibles. On peut aussi se les fabriquer soi-même. Alors en STRL, je vous rappelle, il y a le Fibonacci d'STRL qui est ABRO. C'est cette spécification-là. Et mettre O, donc on a 3 signaux, un signal O qui est une sortie essentiellement et 3 entrées ABR. Et on va faire une synchronisation. A et B, c'est des choses qu'on attend. Et on est content quand on a reçu les deux. Ça arrive très souvent d'attendre 2 événements pour être capable d'agir. Donc on va faire, dès qu'on a reçu A et B, on va émettre O. Mais en fait, il y a R qui va être un reset de ce comportement. Et dès qu'on a R, on va faire reset. Et donc, en STRL, ça s'écrivait comme ça. Await A parallèle await B. Donc, await A, ça prend un temps quelconque et ça se termine quand A arrive. Donc, temps quelconque, ça veut dire un nombre quelconque de réactions. Le code garde la mémoire de là où il est. Await B, pareil. Et donc, quand j'écris await A parallèle await B, ça se termine quand les deux ont terminé. Ensuite, emit O, eh bien, ça va émettre O à ce moment-là exact. Pourquoi à ce moment-là exact? Parce que selon l'hypothèse de synchronisme fort d'STRL, point-virgule ne coûte rien. Point-virgule, ça se fait dans la même réaction. Donc dans la réaction, on a reçu les deux, et peut-être on a reçu A et B en même temps. Dans la réaction, on émet O.
Voilà. Et le loopitch, là, dit, bon, vous faites ça, et à chaque fois qu'il y a R, vous recommencez à 0. Vous oubliez ce que vous étiez en train de faire. Par exemple, si on avait reçu A le premier coup, donc le wait A est terminé, on est en train d'attendre B. Si on reçoit R, on repart à 0, on se remet à attendre A et B. Donc ça, c'est très compact. Alors ça s'écrit exactement comme ça en hip-hop, et ça s'écrit exactement pareil, pour tout dire. Hein. C'est juste la syntaxe qui change, donc on obtient la syntaxe de scheme, qui est parenthésée comme ça. Donc en parallèle, wait now A, wait now B, on voit que le parallèle est préfixe. Le loopitch, nowhere, on voit qu'ici, on a mis le R au début au lieu de la fin, parce que c'est des conventions scheme, mais c'est exactement la même chose. Et ça fait la même chose. La sémantique de hip-hop est la sémantique constructive d'Esterel. L'interprète de hip-hop, qui a été implémenté par Cyprien Nicolas, est exactement une implémentation de la sémantique constructive d'Esterel telle qu'elle est définie dans le cours suivant, c'est-à-dire la compilation d'Esterel V5. Alors voilà une autre chose un peu plus compliquée. À partir du premier R, donc on ne démarre pas tout de suite, il faut attendre le premier R, et mettre O dès que A et B sont arrivés, ça c'est la même chose qu'avant, mais il faut tout arrêter si A et B sont arrivés en même temps. En même temps, c'est-à-dire avant la même réaction. Et donc là on écrit define abrobis de ABRO, trap done, donc un trap ça permet de sortir d'un comportement, every, la différence avec lookitch, c'est qu'every il commence par attendre, every now R par await now A, await now B et mito, ça c'est la même chose qu'avant. Mais on dit maintenant, si on a en même temps now A et now B, alors on sort de tout. Et donc, ce que montrent les cours Esterel, donc pour ceux qui ne les ont pas vus, c'est qu'avec cette programmation-là, on fait des choses qui sont complètement infernales à faire à la main, très simplement. Hein, là, le programme est un peu petit. Alors, par ailleurs, le fait qu'on fasse un embedding à l'intérieur de Hop dit qu'on n'a pas besoin de rajouter les modules d'Esterel. Par exemple, dans Esterel, il y a des modules qui permettent de faire la composition de modules avec des méthodes de branchement des fils et tout. On n'a pas besoin parce qu'en Hop, eh bien, on a les fonctions Hop et on peut dire, par exemple, bon, ici, je déclare un événement S et je vais mettre en parallèle un émetteur et un récepteur pour S. L'émetteur est défini là, il émet S quelque part, le récepteur est défini là, il attend S quelque part. Et puis voilà, donc ça suffit, ça. Une fois qu'on a défini émetteur-récepteur, ce sont des modules. Et c'est bien du même S qu'il parle. Hein. Tout ça, ça se passe sur le même S. Donc c'est un objet S, c'est un vrai objet au sens programmation. Et donc la modularité qui est déjà présente dans Hop suffit pour faire hip-hop. Alors, également, on peut avoir des instructions calculées. Par exemple, comme dans hip-hop, on pouvait calculer des tables avec les itérateurs de type map et tout. Là, c'est pareil. Si j'ai une liste de signaux, mettons j'ai une liste de 12 signaux et je veux attendre le dernier. Je veux attendre le dernier de 12 signaux. Comment je fais? J'écris ça, ou de 20, ou n'importe quelle liste. Je prends une liste de signaux, j'écris mon programme await lots of list, ça c'est moi qui le définis, et c'est tout simplement, je mets en parallèle la fonction map appliquée à la fonction await appliquée à SIGList, c'est-à-dire je mets en parallèle les await de tous ces signaux. Et donc, si j'écris await last of list ABC, ça va m'engendrer le code à l'élaboration, au moment où le code va être lu par Scheme, en fait, ça va engendrer ce code-là par await A, await B, await C, qu'il aurait été totalement stupide d'écrire à la main. Voilà. Donc, on a le langage Hop permet au programme hip-hop d'être construit et pas seulement écrit. Donc ça, c'est très important parce que dans le cas du web, on va construire le programme en fonction de données qu'on reçoit des serveurs. Et on a une définition complètement dynamique de comportement qu'on peut faire, genpar, qui sont des parallèles qui vont s'incrémenter au cours du temps. Bon, je ne vais pas les détailler ici, mais par exemple, din genpar, j'ai des parallèles et on va lui rajouter des branches au fur et à mesure qu'on reçoit des nouvelles informations. Par exemple, vous traitez les artistes en parallèle et puis vous recevez les serveurs qui vous envoient de nouveaux noms d'artistes et bien vous rajoutez leur traitement en parallèle et il n'y a rien d'autre à faire, ça marche tout seul après. Alors, le dernier point qu'il faut traiter, c'est comment on fait marcher tout ça en vrai, parce qu'on a écrit des programmes, mais il faut les faire tourner maintenant. Comment on fait pour les faire tourner? Alors, je reviens sur ces machines d'exécution. La machine d'exécution, je vous rappelle, ce qu'elle fait, c'est une machine hop dans laquelle il y a du code hip-hop. Et ce code hip-hop, on va le faire marcher et lui va garder la mémoire du temps. C'est là que la mémoire du temps va être sauvée. C'est dans le code réactif, avec ses await, ses loopitch, etc. Et donc ici, A va remplir le buffer A, etc. Et les sorties, c'est pareil, mais là, c'est le programme qui va remplir ces buffers pour les envoyer à la sortie après. Alors déjà, comment est-ce qu'on crée une telle machine? Et on peut en créer autant qu'on veut dans un programme. Hein.
Après, c'est une question d'architecture. Donc, on peut faire ce qu'on appelle les architectures GALS, Globally Asynchronous, Locally Synchronous, c'est-à-dire mettre des îles synchrones à l'intérieur du grand asynchronisme du web. On peut mettre des chefs d'orchestre locaux synchrones, et puis on peut mettre des super chefs d'orchestre qui dirigent des chefs d'orchestre si on a envie, autant de fois qu'on veut. C'est complètement souple. Et donc, on va dire, la définition de M, c'est define M, instantiate de hip-hop machine, qui est une classe, avec le programme dedans P. Voilà, donc ça vous fabrique une machine réactive qui a le programme P. Et puis cette machine réactive, il va falloir la nourrir. Alors comment est-ce qu'on la nourrit? Avec une fonction, en lui donnant les événements et en lui disant de réagir, depuis le code hop principal. Et voilà comment on fait. Par exemple, on dit l'événement A vient d'arriver, on lui dit hip-hop input MA, l'événement A vient d'arriver. L'événement B vient d'arriver avec 1515, le code quelque part, n'importe où, écrit le code principal, donc le hop principal de tout, écrit hip-hop input MB 1515. Et à partir de là, quand il a envie, il peut le faire réagir en écrivant hip-hop react. Hip-hop react, crac, ça lance la réaction de la machine se met à calculer, fait ce qu'il faut et va fabriquer ses sorties. Alors, il est quand même relativement fréquent qu'on veuille réagir quand on reçoit un événement, mais pas toujours, hein. Il est relativement fréquent qu'on veut réagir dès qu'on a un événement, et dans ce cas-là, on a une abréviation qui est hip-hop input at react, qui dit à la machine, voilà un input, réagis tout de suite. Mais ce n'est pas garanti. Par exemple, dans un avion, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dans un avion, la boucle de réaction est déclenchée tous les centièmes de seconde. Elle n'est pas déclenchée par les autres événements. Hein, donc tout est possible. Alors, comment est-ce qu'on gère les entrées? Souvent, on fait faire un petit boulot par la machine réactive pour gérer les entrées. Parce que les entrées, en général, on ne va pas les faire gérer par le programme, c'est des comportements temporels aussi, des entrées. Par exemple, quand vous êtes dans l'autobus à Paris, vous avez ce petit bouton « Arrêt demandé ». L'écran « Arrêt demandé », vous avez un bouton. Et il y a un truc certain, c'est qu'appuyer 3 fois sur le bouton ou appuyer 1 fois sur le bouton, c'est la même chose. Donc là, bon, il suffit de ne rien faire, essentiellement. Un appui suffit à tourner le bit, donc on ne s'occupe de rien. Si on appelle 3 fois input react, ça met 3 fois le bit à 1, donc ça ne va rien changer. C'est exactement comme dans l'autobus. Par contre, il y a des cas où on peut être plus malin. Par exemple, si on fait toc 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 sur une porte, on peut avoir envie de compter les tocs. D'accord? Toc toc toc, toc toc toc, ça fait input M toc 3. Et ça, c'est logique de ne pas le mettre dans le programme principal, mais c'est toujours la même chose quand on a un capteur et un actionneur et un programme et un orchestrateur, où est-ce qu'on met les choses? Bon, les tâches un peu subalternes, on les laisse là où elles ont besoin d'être. C'est typiquement dans la machine réactive qui n'a pas de comportement temporel, qui n'a pas de mémoire, qui ne sait pas grand-chose, mais qui est parfaitement capable de compter le nombre de tocs sur la porte. Ce n'est pas la peine de faire ça par le programme principal. Donc à ce moment-là, ici, on va faire une combinaison, on va faire une addition à chaque fois. Ça, c'est comme on veut. Ça a beaucoup été étudié par Gaffey en particulier, ça. Et alors ensuite, comment est-ce que la machine fait pour agir, elle? Une fois qu'elle a décidé qu'il y a des signaux qui étaient émis vers l'extérieur, et pour définir ce que vont faire ces signaux quand on les émet, au moment où on construit la machine, on va faire ça, hip-hop add event listener mx, lambda, l'action qu'on va faire. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel code hop. Donc, par exemple, vous voulez écrire sur l'écran, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Vous pouvez donner n'importe quelle information à hop, lui rendre une structure de données, écrire une page HTML, strictement ce que vous voulez. Donc, la communication entre hop et hip-hop, c'est hop va charger des inputs dans cette machine. À un moment, il va dire react, et la machine va calculer le nouvel état dans lequel elle va se mettre, va calculer les sorties, et ces sorties, la machine va déclencher ces event listeners là qui ont été stockés à l'intérieur d'elle pour rendre la main à hop, et puis ensuite, pour faire les actions par hop, et ensuite, une fois que la machine a terminé sa réaction, elle rend la main à hop. Et donc, on a un phasage très régulier et atomique. Ça veut dire que la machine n'est pas interruptible et on ne se mélange pas les pinceaux. Et l'ensemble de la temporalité n'est pas géré par hop, mais par la machine. Voilà. Donc, Manuel va vous montrer comment ça marche sur le vrai exemple maintenant. Merci Gérard. Oui, j'ai retrouvé mon écran. Donc, hip-hop, ce langage qu'on fait avec Cyprien Nicolas à Nice, hein, comment est-ce que concrètement on l'utilise, comment est-ce qu'on le rattache à hop? Donc, pour vous montrer ça en quelques minutes, ça va vraiment être très court.
je vais vous montrer les éléments saillants, en quelque sorte, de l'implémentation de cette application-là et comment est-ce que concrètement on l'a fait, comment est-ce qu'elle se rattache au discours que j'ai tenu jusqu'à présent. Alors, pardon, excusez-moi, je voudrais revenir un peu là-dessus. Donc, une chose qui est importante, hein, c'est l'aspect réactif commence quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton Start. C'est ça qui va déclencher... C'est ça qui va déclencher le début de mon exécution réactive et c'est ça qui va déclencher le début de mon exécution hip-hop. Donc ce bouton Start, dans cette interface, comment est-ce qu'il est implémenté? Il est implémenté comme ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est un bout de code JavaScript. Quand l'utilisateur clique dans son navigateur, il faut exécuter un code navigateur. Donc pour cette application-ci, le programme hip-hop va tourner sur le client. Ça, c'est un choix que vous avez. Vous pouvez faire du hip-hop sur le serveur, du hip-hop sur le client, du hip-hop mixte. En l'occurrence, ça va être du hip-hop purement client. Donc, ce que je vais montrer, c'est l'implémentation de cette fonction ReactiveFM qui est donc une fonction qui va construire un programme hip-hop, qui va lancer une machine réactive. Et cette fonction prend un paramètre qui est le genre de musique que vous avez choisi. Donc, dans l'exécution que j'ai montrée, c'était donc on va jouer du jazz. Alors, ce programme-ci, donc c'est des tout petits codes que je vais montrer et que je vais détailler, mais sans rentrer trop dans les détails pour éviter d'être trop rébarbatif. Donc, voilà l'implémentation hop de la spécification du programme hip-hop et de la spécification de la machine et de l'exécution de la machine. Alors, ce programme se divise en 3 parties. Donc, ce que je suis en train de montrer, c'est des patterns un peu classiques, si tant est qu'on ait écrit assez de programmes pour avoir bien compris ce qu'étaient les patterns hip-hop. Enfin, jusqu'à présent, les programmes qu'on a écrits ressemblent à ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez 3 groupes. Le premier, c'est le groupe où vous définissez les événements globaux de votre machine. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va vous arriver? Quelles sont les sortes de synchronisation que vous allez devoir implémenter? Donc typiquement, là, c'est votre joueur de musique va changer d'état, il va avoir fini un morceau, donc il va passer dans l'état stop après avoir été dans l'état play, ou il va être en pause, ou vous allez avoir ce genre de choses. L'événement track, c'est quand un événement qui va se produire quand vous allez avoir découvert une nouvelle piste, donc quand vous allez devoir jouer une nouvelle piste. Playlist, c'est quand vous avez rajouté des pistes que vous avez trouvées, etc., etc. Donc vous avez comme ça une batterie d'événements qui sont ensuite utilisés dans votre programme. Après, vous avez le programme hop qui va construire le programme hip-hop, donc c'est une fonction hop, et celle-là, je vais la détailler. Et enfin, vous avez la déclaration de la machine, dans laquelle vous chargez le programme. Donc vous voyez que le champ programme de l'instance hop ici machine, c'est l'application de la fonction prog_perluette. Donc prog_perluette, c'est vraiment un constructeur au sens hip-hop du terme. Donc c'est ce résultat construit par cette fonction hop qui est un programme hip-hop qu'on charge dans la machine. Et ensuite, vous associez les listeners aux événements extérieurs, donc les événements réseau, les événements du joueur de musique, et puis vous lancez votre machine. Donc ce qui est la partie la plus significative, si vous voulez, c'est la connexion avec le monde extérieur qui se fait dans cette fonction addEventListeners, que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, je vais détailler un tout petit peu ce que c'est que prog_perluette pour finir l'exposé. Donc les listeners, c'est vraiment une chose très simple parce qu'elle est complètement classique pour les gens qui ont l'habitude de faire de la programmation JavaScript. Ce qu'elle dit, alors là, ce qui nous intéresse, comme on est dans un cas d'une application multimédia distribuée, la personne qui joue de la musique, c'est probablement pas la personne qui fait l'interface graphique. Donc les événements de la musique, typiquement j'ai fini de jouer le morceau ou on m'a mis en pause, c'est le serveur qui les notifie à tous les clients. Donc si vous avez plusieurs clients connectés sur un serveur, tous les clients vont recevoir le fait que le serveur est passé en pause. Donc c'est pour ça que nous ne gérons ici que des événements qui sont des événements de type serveur. Donc ce qu'on va faire, et l'autre originalité de ce modèle-là, ici, dans ce programme, c'est que quand le serveur va nous notifier de quelque chose, donc quand il va s'être passé quelque chose du côté du serveur, on va relancer une réaction sur la machine. Autrement dit, dans ce programme-ci, on n'a pas une boucle, comme écrivait Gérard, qui toutes les 100 millisecondes appelle une réaction, parce que c'est inutile, parce que toutes les 100 millisecondes, il n'y a rien à faire, on est resté dans le même état, donc il n'y a pas besoin d'exécuter quoi que ce soit. On va se mettre à exécuter des choses que quand effectivement on aura quelque chose à exécuter, c'est-à-dire effectivement quand on aura reçu un événement qui nécessite un traitement. Donc votre machine, mon téléphone en particulier, il est passif tout le temps, et tout d'un coup il reçoit un événement du serveur qui lui dit « Ah, on m'a sorti de l'état pause », alors à ce moment-là on réveille le téléphone avec ce React. Donc on est dans un mode sans boucle permanente, mais c'est des événements qui déclenchent les réactions. Donc ça, ce code-là, c'est celui qui fait le gros du travail entre l'interconnexion entre hop et hip-hop. Donc hop envoie les événements, hip-hop les orchestres. Alors, la construction de notre programme. Donc, fondamentalement, ce que dit notre programme hop, notre programme hip-hop, c'est de dire on va jouer, on va continuer nos réactions tant que l'utilisateur n'aura pas dit stop, ça suffit. Donc, on a une boucle qui dit tant que l'état n'est pas on m'a demandé de m'arrêter,
je fais les mêmes choses. Ce que fait cette boucle, c'est traiter en parallèle un certain nombre de comportements. Et alors, comme Gérard a déjà assez mis l'accent là-dessus, mais je le répète encore une fois, une chose vraiment très importante et fondamentale de hip-hop, c'est que vous définissez vos propres abstractions. Donc là, typiquement, je définis proc_perluette qui devient un nouveau constructeur hip-hop. Donc proc_perluette, je le fais passer en marron parce que ça devient une nouvelle instruction de mon langage hip-hop. Et toutes les instructions que vous voyez en dessous, en fait, c'est aussi des instructions composées que j'ai composées dans mon programme, que j'ai écrites dans mon programme. Et maintenant, je peux simplement les orchestrer avec une vision de haut niveau. Je peux simplement dire en parallèle, cherche un artiste au hasard, joue la playlist, donne-moi des informations sur l'artiste courant et mets à jour l'interface graphique. Donc, on a vraiment, dans un modèle hiérarchique, on construit des briques de base, qu'on compose, qu'on encapsule dans des briques plus grosses, et puis comme ça, qu'on met en parallèle, sur lequel on va mettre de la préemption, c'est-à-dire que je vais dire, j'arrête de chercher des pochettes d'albums si on a cliqué sur le bouton stop. Et donc, vous avez vraiment une vision de haut niveau, très hiérarchique. Alors, détaillons juste certains de ces programmes, 2 ou 3, pour vous fixer des idées de à quoi ça ressemble. Donc, le premier, c'est la recherche d'un artiste aléatoire. Alors, comment est-ce qu'on fait cette recherche ? On va demander à un serveur l'idée, la spécification en quelque sorte. On va demander à un serveur de nous sortir un nom de musicien aléatoire pour le genre de musique qui nous intéresse. Donc c'est ce qui va être fait, si ma souris veut bien marcher, non, je ne veux pas. C'est ce qui va être fait ici avec cet appel au serveur, parce qu'il n'y a que le serveur qui connaît la liste des musiciens, et donc il n'y a que le serveur qui est à même de sortir un musicien aléatoirement. Ce n'est pas la peine de transférer toute la base de données sur le client et que le client fasse le choix, on peut demander au serveur de le faire. Donc c'est ce qui se passe avec ce WizUp. Donc on dit sort un musicien au hasard. Une fois qu'on a trouvé donc G c'est le genre et C c'est le catalogue, donc le Free Music Archive dont je vous parlais. Donc là on obtient un certain musicien, donc on signale l'événement, ah ça y est j'ai reçu un musicien. Une fois qu'on a reçu ce signal-là, et donc on passe en séquence, on dit bah oui mais on m'a donné un musicien, mais encore faut-il que je vérifie qu'il y a bien de la musique disponible pour ce musicien. Donc en séquence, j'en tire un au hasard et je vérifie qu'il y a de la musique. Et puis ensuite, j'attends le résultat de la musique. Et si je trouve qu'effectivement, il y avait de la musique pour ce musicien, je signale au système et à qui veut l'entendre que ça y est, j'en ai trouvé un qui est un client potentiel pour notre prochaine étape. Donc, je vais faire cette boucle. Et si j'en trouve pas, si le musicien n'avait pas de musique associée, je boucle sur lui-même pour chercher un autre au hasard et pour en tirer un qui a de la musique. Et je fais ça ad vitam jusqu'à ce que j'en ai trouvé un qui me satisfasse. Et donc, dès que j'en ai un, je sors du tout avec cette construction trap-exit dont a parlé Gérard en disant « ça y est, j'ai fini, j'ai trouvé mon musicien, c'est celui-là que je vais jouer ». Donc, qu'est-ce que c'est maintenant que traiter un musicien? Quand on vous dit, ça y est, j'ai trouvé un musicien, il va falloir jouer du Miles Davis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour jouer du Miles Davis, eh bien, on va dire, à chaque fois que quelqu'un m'aura dit qu'on va commencer à jouer un nouveau musicien, ce que je vais faire instantanément en tâche de fond, c'est chercher un artiste similaire pour le coup d'après. Donc, dès qu'on me dit, on va jouer du Miles Davis, je commence à chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de similaire? Et ça, en gros, je vais trouver du John Coltrane. Donc, on lance ça en parallèle. Tout de suite, on se dit, avant de commencer à jouer de la musique même, je vais chercher des informations sur la biographie de ce musicien. Donc ça, je fais ça en parallèle avec la recherche de l'artiste similaire. Et puis, en même temps, je vais chercher si je ne trouve pas des photos. Alors, quand je dis en même temps, je vais faire ces 3 choses en parallèle. Je vais contacter des serveurs différents. La musique, je la trouve sur Free Music Archive, mais la biographie, je vais la trouver sur un serveur Econest, et les images, je vais les trouver par exemple sur Last.fm. Donc je fais vraiment des requêtes distantes, et puis je mets tout ça en parallèle, et quelqu'un d'autre va orchestrer pour moi la gestion de la réception de ces informations et faire l'agencement correct HTML qui convient. Alors, typiquement, rechercher une image, ça c'est un pattern intéressant parce que différent de ceux que j'ai montrés avant. On a 2 serveurs qui nous fournissent des images pour des musiciens, on a Free Music Archive et Econest. Fondamentalement, je m'en moque de savoir qui va me répondre. Ce que je veux, c'est lancer en parallèle 2 requêtes, trouve-moi une image de Miles Davis, et le premier des 2 qui me répond me suffit, je vais arrêter l'autre. Donc je vais faire une préemption, donc je vais dire, je cherche une musique, je lance en parallèle mes 2 recherches, et dès que quelqu'un trouve une image, j'arrête. Donc dès que j'ai une image trouvée, le until me fait sortir de ce bloc-là et arrête la requête de l'autre serveur. Donc si Econest me répond avant FMA, j'arrête la requête FMA. Donc vous voyez, vous faites de l'orchestration, de comportements qui sont des comportements complexes, parce que ce reactive image FMA, ça consiste à aller chercher votre serveur, faire une requête, faire du parsing XML, traiter comme il faut les choses, les impacter comme il faut, et si à un moment vous recevez une préemption, vous arrêtez tout ça automatiquement sans vous soucier des détails. Et ensuite, in fine, quand vous avez trouvé une de ces 2 images, vous passez en séquence sur ce statement-là qui vous dit, maintenant que j'ai trouvé une image, je prends cette image, et
avec cette instruction-là, je rebascule dans le monde hop et je dis, je mets à jour mon interface graphique, l'image qui m'a été notifiée par cette recherche en parallèle, je la prends, je la mets dans ma page web et j'ai fini. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on fait la connexion entre HipHop et Hop, comment est-ce qu'on met à jour des pages web, comment est-ce qu'on contacte des serveurs, comment est-ce qu'on orchestre nos comportements. Alors là, on le fait dans un cadre un peu simple, mais vous pouvez imaginer des choses plus compliquées. Vous pouvez imaginer, par exemple, simuler des utilisateurs qui lancent en parallèle des recherches, qui se donnent un certain temps pour prendre des décisions, qui arrêtent selon certains critères. Bref, vous pouvez imaginer des comportements vraiment compliqués. Vous pouvez aussi imaginer des orchestrations où vous voulez un peu orchestrer sur le serveur, un peu sur le client. Vous pouvez faire tout ce genre de choses avec HipHop, en particulier parce que comme les programmes HipHop sont des valeurs, vous pouvez les échanger entre le serveur et le client. Donc vous pouvez avoir un serveur qui vous construit un programme HipHop, qui le déploie sur des clients, et les clients qui se mettent à faire de l'orchestration en parallèle. Vous pouvez faire tout ce genre de choses. Donc cette dernière illustration conclut cet exposé en dernier transparent et vraiment en toute fin, pour faire un récapitulatif de ce qu'on vous a montré. Donc, premièrement, je vous ai expliqué avec moult détails ce qu'est la programmation multitiers, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi est-ce que c'est cette recherche-là qu'on mène et à quoi ça nous a mené. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant on comprend bien et qu'on maîtrise bien. Ensuite, on a des sujets qui sont encore des sujets ouverts, en particulier la sécurité, sur laquelle on a déjà des résultats, parce que l'idée, c'est aussi de se dire, le multitiers nous met dans un contexte beaucoup plus favorable sur la sécurité, parce que comme on voit l'intégralité du programme, on est capable de démontrer des propriétés sur nos programmes, et en particulier des propriétés de sécurité. Une chose qu'on n'a pas du tout traitée, ou qu'on commence tout juste à traiter, c'est l'intégration des données. Comment est-ce qu'on va parler de flux de données? Comment est-ce qu'on va combiner des flux? Comment est-ce que, en gros, on va essayer de jouer dans le monde de l'open data ou du big data avec Hop et HipHop? C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en ligne de mire. Et puis, il y a aussi cette idée, donc HipHop nous sert à faire de l'orchestration, c'est quelque chose qu'on commence à comprendre, avec lequel on a commencé à avoir nos premières applications. Comment est-ce qu'on va passer à l'échelle d'après? Comment est-ce qu'on va faire mélanger les différents paradigmes? Comment est-ce qu'on va mélanger du synchrone et de l'asynchrone? Donc comment est-ce qu'on va faire des GALs? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé. Je ne sais pas si c'est Cyprien qui fera ça ou si c'est pour plus tard, mais c'est un sujet qu'on a ouvert devant nous. Donc je vous remercie. Ce transparent conclut notre présentation commune, et donc je pense qu'on a du temps pour quelques questions. Merci.